et bienvenue pour entendre parler des métiers de la santé. Donc si vous voulez, avant de commencer les métiers de la santé, je crois qu'il y a 3 définitions importantes à avoir. D'abord, savoir ce que c'est que la santé. Alors, je n'ai rien inventé, hein. J'ai pris une vieille définition qui vient de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui dit que la santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Et ne consiste pas seulement à une absence de maladie ou d'infirmité. Pourquoi je vous donne cette définition? C'est parce que souvent, bon, vous êtes là, je suppose, parce que vous avez envie de faire un métier médical ou paramédical, mais c'est vrai qu'on ignore que pour être en bonne santé, il y a, vous verrez, énormément de métiers qui tournent à contribuer à la bonne santé d'une personne. La deuxième définition, bien sûr, c'est la maladie. Donc, c'est un état de dysfonctionnement qui peut être d'origine biologique, pour nous, psychologique et ou sociale. Donc là aussi, de par cette définition, on voit qu'il y a un autre chemin dans certains métiers de la santé qui vont peut-être répondre au bien-être d'une personne, mais dans une filière plus sociale. Vous allez voir pourquoi je vous dis tout ça. Et ensuite, le soin, donc c'est l'ensemble des actes et activités qui vont concourir à maintenir ou à promouvoir la santé. Donc, à quel que soit le niveau, hein, que ce soit médical, infirmier, kiné. Donc, il peut être curatif, préventif, relationnel, éducatif et palliatif. Et tout ça, ça fait beaucoup de choses pour arriver à des métiers de la santé. Alors, ce métier de la santé, il y en a beaucoup. Un secteur d'activité majeur en France. Bon, j'ai les statistiques de 2011, je n'ai pas pu avoir celles de plus récentes, mais vous vous rendez compte qu'il y a 1 867 900 professionnels qui exercent la santé en France. Il y a une grande diversité de métiers, puisqu'on recense 200 métiers. Et ces 200 métiers sont pratiquement, peut-être pas les 200, mais de toute façon, presque 200, vous les retrouvez dans toutes les structures hospitalières. Alors après, c'est sûr que dans les CHU, on aura peut-être plus certains axes, mais c'est représentatif, si vous voulez, des métiers qu'on trouve à l'hôpital. Alors ces grands métiers, eh bien, ils sont répartis en 8 grandes familles. Les métiers du soin, que nous représentons, les métiers du médico-technique, les métiers de la rééducation et de l'appareillage, les métiers du social et de l'éducatif, les métiers de la recherche et de l'innovation, les métiers de la technique et de la logistique, les métiers de la qualité et de l'hygiène, et les métiers du management et de l'administratif. Au travers de ces grandes familles, dans un hôpital, vous avez les métiers du soin. Vous avez des médecins, vous avez des infirmiers, vous avez des manips radio, vous avez des pharmaciens, vous avez des aides-soignants, vous avez des auxiliaires de périculture, des spécialités infirmières qu'on verra tout à l'heure. Vous avez des médico-techniques qui sont plus sur Ils sont plus sur les manipulations en électroradiologie, les techniciens de laboratoire, c'est du médico-technique. Vous avez les métiers de la rééducation de l'appareillage. Bon, vous avez la kiné, vous avez les ergothérapeutes, ce sont des exemples. Les métiers du social et de l'éducatif, on retrouve à l'hôpital des assistantes sociales, hein, bien sûr, qui vont prendre en charge justement toutes les problématiques sociales que peut avoir un patient. La recherche et l'innovation, donc dans les technologies, dans l'informatique, les CHU qui ont quand même, je vous en parlera peut-être mieux, toute une orientation recherche médicale. Les métiers de la technique et de la logistique, oui, parce que le bien-être de la personne, c'est aussi d'avoir chaud dans une chambre. Donc vous avez des métiers qui sont dans la logistique, dans la technique. Il faut que les appareillages marchent. Donc vous avez plein de métiers qui tournent autour de ça. Les métiers de la qualité et de l'hygiène, on est très,
très cadré au niveau des ARS sur la qualité des soins et sur l'hygiène hospitalière. Il y a des spécificités, vous avez des infirmières hygiénistes, vous avez des médecins hygiénistes, vous avez des spécialités pour l'hygiène et la qualité des soins. Et bien sûr, les métiers du management et de l'administratif, parce que vous avez dans des hôpitaux besoin d'avoir des gens qui dirigent, qui managent tout ce monde, qui managent les soins, qui managent le personnel, avec des directeurs, un directeur général qui est assisté d'équipes, direction de ressources humaines, des directeurs économiques, des directeurs financiers, bon, des directeurs de soins, des directeurs de tout ce qui peut être dans le management. Voilà, c'était juste pour que vous partiez pas en disant métier de la santé, c'est être médecin ou infirmier. Non, hein, le métier de la santé, c'est 200 métiers environ. On vous laisse. Alors les métiers du soin, bien sûr, puisqu'on est là pour vous parler des métiers du soin. Donc vous avez dans l'axe médical la médecine, la pharmacie, les métiers de sage-femme et l'odontologie. Donc je laisserai mon collègue vous présenter sa spécialité, qui serait plutôt la médecine, mais il va pouvoir vous répondre sur les questions que vous avez envie sur la pharmacie ou autre. Dans le paramédical, ben, vous avez tout ce qui est paramètres, hein, les infirmiers, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les manipulateurs en électroradiologie, les techniciens de laboratoire, diététiciens, aides-soignantes, auxiliaires de périculture, enfin ils n'y sont pas tous. J'ai mis quelques exemples. Donc je vais vous parler de la profession infirmière, qui est une profession qui est réglementée, bien sûr. Donc l'exercice de la profession... Pardon ? L'exercice de la profession comporte donc plusieurs aspects, hein, l'analyse, l'organisation, la réalisation des soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques, c'est là où on est quand même sur un partenariat avec les médecins, et la participation des actions de prévention, dépistage, formation, éducation pour la santé. On ne peut pas imaginer un hôpital qu'avec des médecins ou qu'avec des infirmiers. Et pour prendre que nos deux exemples. Alors pour venir à la formation, comme certaines formations médicales, donc soit un numerus clausus, mon collègue vous en parlera, soit un quota d'entrée. C'est-à-dire que, eh bien, on est quand même sur un nombre de places qui est quand même limité pour intégrer cette première année d'études. Donc ce quota, il est fixé par le ministère de la Santé, hein, on ne le décide pas comme ça. Et il y a en principe 30 000 places ouvertes pour les étudiants infirmiers sur l'ensemble du national. Donc déjà, il faut passer une première étape, c'est le concours. Donc une formation qui est reconnue, puisque la formation depuis 2009 donc, bénéficie de l'application en France du dispositif LMD. Donc ça a quand même eu un impact chez nous. Hein. Donc au terme de la formation, les jeunes diplômés obtiennent le diplôme d'état infirmier, donnant accès à l'exercice, ainsi que le grade de licence qui ouvre une reconnaissance universitaire. Donc c'est important pour la poursuite hein, de ce que l'infirmier pourrait avoir à faire. Donc chaque IFSI, il faut savoir qu'on est rattaché à une université et à son conseil régional. Donc en ce qui concerne l'IFSI de Bagnoles, nous sommes rattachés à l'université de médecine de Montpellier et au conseil régional de Montpellier, bien sûr. Ce qui veut dire quand même, ce qui a sous-tendu que depuis 2009, nous avons fait un travail de fond avec les universitaires pour reprendre tous les contenus de certaines unités d'enseignement et pouvoir travailler ensemble sur un référentiel un peu commun qui puisse être, pour qu'on puisse, parce que c'est l'université quand même qui donne le grade de licence. Donc on a refait, on a restructuré nos contenus de formation. Pourquoi cette réforme alors que bon, on vivait bien ça, hein, faut quand même le dire. Alors les enjeux de cette réforme, c'est déjà pour favoriser la libre circulation des professionnels de santé dans l'Union européenne, donc en améliorant notamment la lisibilité des parcours de formation. Donc en Europe, il existe l'accord de Bologne hein, qui a calqué les formations sur le système LMD. Alors il y a effectivement certains pays qui n'étaient pas dans ce système LMD, nous en France, alors que déjà d'autres pays comme le Portugal ou l'Espagne étaient sur le système LMD. Donc là, nous sommes dans le système LMD, donc en accord avec les accords de Bologne.
Ce système LMD va favoriser aussi la création de passerelles entre les différentes formations. Ceci pour permettre donc la réorientation en cours de cursus, l'enrichissement des carrières ou le changement des métiers. Et cette réforme a pour enjeu aussi de promouvoir pour notre formation, pour le métier d'infirmier et le métier de la santé, une filière doctorale. On verra donc que le premier pas a été donné dans les IFSI avec le niveau de licence. Après, nous allons sur des spécialités comme les infirmières et l'anesthésiste maintenant qui ont des niveaux de master. Et après, va s'ouvrir certainement une filière doctorale. Je dis certainement parce que ce n'est pas fait encore à l'heure actuelle. Il n'y a pas de sciences infirmières, il n'y a pas d'université en sciences infirmières. Je ne pense pas qu'il y en aura en France. Bon, je m'avance, mais je ne pense pas qu'on en ait en France. Je pense qu'on ira plus vers une filière santé, où là, vous pourrez progresser jusqu'à des doctorats. Des doctorats, bien sûr, ça veut dire de la recherche. De la recherche médicale, ça existe depuis très longtemps. De la recherche en soins infirmiers, ça n'existe pas depuis très longtemps. Mais on a quand même quelques doctorantes en France. Les différents secteurs d'activité. Alors bon, une infirmière, hein, ça travaille à l'hôpital, mais ça peut travailler dans certains secteurs. Donc le secteur privé, toujours pareil, des établissements de santé. Alors ensuite, vous avez, je mets des lunettes parce que je ne vois rien, la santé scolaire. Vous avez, quand je vous parlais de soins préventifs, quand on est dans la prévention, par exemple, vous avez des infirmières en santé scolaire qui ont quand même un grand rôle au niveau de la prévention. La médecine du travail, le secteur libéral, tout le monde connaît les infirmières à domicile. On retrouve, pour vous donner un exemple, on retrouve des infirmiers dans les milieux carcéraux, dans l'armée bien sûr, et dans tous les centres de prévention. Bon, je ne les ai pas tous mis, il y en a encore d'autres, pour vous dire que vous n'êtes pas, on n'est pas obligé de rentrer et de ne jamais changer. Au niveau des évolutions de carrière, bon, on est infirmier, mais on se dit, après tout, qu'est-ce que je peux faire de plus dans cette profession? Vous avez l'accès à certaines spécialités, donc comme le diplôme d'état de puériculture, le diplôme d'état d'infirmier de bloc opératoire, le diplôme d'état d'infirmier d'anesthésiste. Donc là, bien sûr, maintenant, ces formations vont s'ouvrir certainement sur un master, puisque les IAD y sont. Au niveau, vous avez également une évolution professionnelle, avec des diplômes de cadres de santé. Alors les cadres de santé, ce sont les responsables que vous avez infirmiers dans les services de soins. Hein, ce sont des cadres de santé en soins, en gestion, côté gestion. Mais vous avez aussi la filière cadre de santé formateurs, qui sont justement les personnes qui sont à l'IFSI pour faire la formation. Vous avez après les cadres supérieurs de santé. Et puis si vous voulez faire l'école, les hautes écoles de la santé publique, vous avez les directeurs de soins. La formation tout au long de la vie, ça c'était des spécialités, ça c'était l'évolution de carrière, mais il faut savoir que tout au long de la vie, vous pouvez avoir accès à multiples formations, formations diplômantes aussi. Donc vous avez des diplômes d'État, des diplômes universitaires, comme par exemple la stomatologie, la gérontologie. Vous savez qu'avec les métiers, les nouveaux métiers, il y a énormément de ce qu'on appelle de DU de créer. Il est question aussi de mettre une spécialité d'infirmière en pratique avancée et également d'infirmière en recherche clinique. Voilà, c'est un exemple de formation qu'on peut suivre tout au long de sa carrière professionnelle. Comment obtenir son diplôme d'État? Déjà le concours d'entrée, donc 2 épreuves écrites, une épreuve de culture générale et une épreuve de test d'aptitude, et ensuite une épreuve orale d'entretien. Donc vous avez en fait, une fois que vous avez passé les 2 épreuves écrites, ce sont des épreuves d'admissibilité. Si vous avez la moyenne, vous allez à l'épreuve d'admission, qui est une épreuve orale d'entretien. C'est un entretien qui se fait avec 3 personnes, un cadre de santé formateur, un cadre de santé soignant des services et une psychologue. Une fois que vous êtes rentré, la formation est en alternance, donc sur 6 semestres, il y a 2100 heures d'enseignement, d'unités d'enseignement théorique et 2100 heures d'enseignement clinique. Enseignement clinique, ça veut dire des stages.
Donc ces stages se font en milieu hospitalier, mais ils se font également en secteur privé. Ils se font dans à peu près, c'est la représentativité de tout ce que je vous ai dit. Ça peut être en libéral, ça peut être en médecine préventive, en lycée. D'ailleurs, vous avez des stagiaires qui viennent au lycée ici. Alors, chaque unité d'enseignement et stage est soumise à validation, donc par l'attribution de ce qu'on appelle les ECTS, les European Credit Transfer System. Et pour avoir donc son diplôme d'état d'infirmier, plus son grade de licence, il faut avoir obtenu les 180 ECTS, qui sont les 180 ECTS d'une licence. Concernant l'axe médical, donc, les métiers médicaux, c'est une histoire d'agrégation de différents métiers en là, actuellement 4 branches. Peut-être que ça changera dans les années à venir. C'est à chaque fois des professionnels qui sont spécialistes d'une partie, d'un axe de l'humain, dans des activités de prévention, de diagnostic, de traitement et de surveillance de cet axe. L'odontologie, c'est les dentistes qui sont spécialistes de la bouche, globalement. Soigner la bouche, prévenir les complications, ce genre de choses. Les sages-femmes, ce sont les spécialistes de la femme enceinte et de l'accouchement. La maïotique, tout à fait. Un homme qui fait la profession de sage-femme, c'est un maïoticien. La pharmacie, ce sont les spécialistes du médicament. La recherche de nouveaux médicaments, la conception de nouveaux médicaments, la production et la distribution de médicaments. Et médecine, c'est tout le reste. Médecine, c'est les spécialistes de tous les organes du corps, c'est les spécialistes de la chirurgie, c'est les spécialistes plus transversaux, que ce soit la médecine du travail, la médecine générale, qui est un peu une spécialité de tout, la pédiatrie, l'anesthésie, la psychiatrie. Voilà. Cet axe médical, il a un sens dans le sens où c'est la formation qui donne ce regroupement. C'est-à-dire que depuis 5 ans à peu près, 5-6 ans, tous ces métiers ont un bloc commun de formation. La première année des études PACES, première année commune aux études de santé. Et après, ils se divisent en 4 tours. Ces formations, pour toutes, leur autre point commun, c'est qu'elles s'effectuent toutes dans une fac, dans une université. La formation est toujours publique, il n'y a pas d'institut privé de formation médicale, et en lien avec un CHU, un centre hospitalo-universitaire, donc un hôpital qui fait de la recherche et de l'enseignement. Il y a 35 à peu près facs de médecine en France, donc 35 CHU. Leur autre spécialité, c'est que c'est des disciplines qui effectuent une sélection à l'issue de la première année. Tout le monde peut s'inscrire en première année de santé, mais il y a seulement un nombre qui est fixé par décret tous les ans qui peuvent en sortir et continuer le cursus. L'ordre d'idée, il est faux, mais il est un peu ancien plutôt, c'est 60 000 personnes qui s'inscrivent, 6 000 qui en sortent sur l'ensemble de la France. Globalement, le taux de réussite, il va entre 1 sur 5 et 1 sur 15. À Montpellier, pour la faculté de médecine la plus proche d'ici, c'est Montpellier-Nîmes. Il y a un site à Montpellier, un site à Nîmes, c'est la même faculté, c'est juste des sites d'enseignement différents, parce qu'ils ont 2700 étudiants et 200 places en médecine. Je n'ai pas les places en pharmacie, mais mettons que ce soit 70 en pharmacie, 40 en dentiste et 30 en sage-femme. Donc on est sur 300 places pour 2700 candidats. Donc la sélection est dure, ce qui fait que c'est une année qui demande énormément de travail. Pour la suite, pour vous parler de la suite, sage-femme, c'est un métier qui se fait sur 5 ans, je crois. Bon. 4 ou 5 ans. J'ai un doute là-dessus. Odontologie et pharmacie, ce sont 2 métiers qui ont à peu près le même parcours, c'est-à-dire qu'il y a 5 ans de tronc commun, puis une 6e année pour un cursus rapide ou on va dire entre 2 et 4 ans pour un cursus plus long, pour faire de la recherche sur spécialisée, des choses comme ça. Médecine, il y a donc première année, 5 ans de tronc commun, 6 ans de tronc commun au total, et après il y a un autre concours avec tous les étudiants de médecine de France pour choisir les spécialités et les villes où on va poursuivre le cursus de 3e cycle. Le 3e cycle, c'est 3 à 5 ans, sachant qu'il y a encore des surspécialités qui nécessitent 1 à 2 années de plus. Au total, médecine, c'est de 9 à 15 ans d'études. Voilà. Dans toutes ces disciplines,
Camille ne veut pas vous décourager. C'est long. Dans toutes ces disciplines, ce qu'il faut savoir, en fait, il y a deux manières de présenter les choses. On peut vous donner le... Est-ce que je peux avoir un peu de silence, s'il vous plaît? Merci. Dans toutes ces disciplines, on peut voir les choses de deux manières. On peut dire c'est 15 ans d'études. Une autre manière de voir les choses, c'est de dire qu'il y a 3 années de théorique pure à la fac. Après, il y a 3 années de mi-temps à la fac, à l'hôpital. Et après, il y a des stages à l'hôpital avec une centaine d'heures de cours avec, je sais pas, je dois avoir 30 heures de cours cette année. Donc on a très peu de cours à la fin. À la fin, c'est des stages d'approfondissement. On apprend par la pratique. Donc je suis étudiant, mais je suis allé 2 fois à la fac cette année. Voilà. Mais j'ai encore une carte étudiante. Je pratique. Voilà, pour revenir donc il y a différents axes. Dans tous les cas, vous êtes lycéen. Si les métiers du médical, enseignez-vous sur les différents métiers du médical. Il y a énormément de choses. Au-delà de Dr House, il y a énormément de choses dans les métiers du médical. Il y a des métiers qui sont très durs et des métiers qui sont beaucoup plus tranquilles. Il y a des métiers, mais tous les métiers sont passionnants et comportent une part de recherche qui est possible, qui n'est pas obligatoire, mais il y a souvent une part de recherche qui peut être associée pour essayer de pousser, d'améliorer le soin de manière générale. Donc si ces métiers vous intéressent, il faudra de toute façon aller en première année de médecine, la PACES. L'inscription est libre, donc vous pouvez vous inscrire où vous voulez, à peu près. En tout cas, vous pouvez vous inscrire à l'Université de Montpellier si vous venez de la région du Languedoc-Roussillon. Il y a 3 sites, 2 à Montpellier et 1 à Nîmes. Il me semble, à vous renseigner, qu'il suffit d'aller à un site et de s'y inscrire pour y être. Mais après, la sortie, c'est qu'il y a un nombre de places limité. C'est une année qui est longue, où le premier concours, c'est en décembre. Donc vous avez 3 mois et demi pour faire ce qui se fait dans certaines licences en 1 an et demi. Donc le programme est énorme, le niveau d'exigence intellectuelle est énorme, et vous vous êtes en compétition avec beaucoup de monde. Deuxième semestre suit. Vous avez les sélections se fait sur des disciplines scientifiques, notamment la physique, la chimie, qui sont finalement dans la prolongation du lycée, mais qui vont beaucoup plus loin que le lycée. Vous avez de la biologie aussi, qui a peu grand chose à voir avec la SVT. C'est-à-dire qu'en soi, vous prenez un manuel et vous l'apprenez par cœur, c'est à peu près ça. Vous avez un certain nombre de sciences humaines et sociales. Donc un peu de psychologie, un peu de philosophie, un peu d'histoire, un peu d'économie. Malheureusement, la réalité du concours fait qu'en gros, vous avez des cours que vous apprenez par cœur, là encore. Voilà, pour vous aider dans cette préparation à ce concours, il existe des tutorats qui sont implantés dans toutes les UFR, dans toutes les facultés de médecine, qui sont très actifs. À Montpellier, il est particulièrement actif. À Montpellier-Nîmes, il est particulièrement actif et efficace. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. En général, l'inscription au tutorat est gratuite, ou presque, mettons 5 € l'année, et donne droit à un coaching léger et surtout un entraînement. Le problème de la première année de médecine, c'est que vous n'avez pas de contrôle. Le seul contrôle, c'est le concours. Donc vous n'avez pas d'entraînement organisé par la fac. Il faut vous entraîner par vous-même. C'est la grande difficulté de médecine, c'est que c'est la fac, et la fac dans toute sa brutalité. C'est-à-dire que vous venez, tant mieux, vous venez pas, tant pis, personne ne viendra vous chercher. Tant mieux pour les autres. Tant mieux pour les autres. Donc il faut avoir la maturité ou l'énergie de se prendre en main et de se former et d'être prêt pour le concours tout seul. Donc pour ça, vous avez des tutorats qui sont très utiles. Vous avez des préparations privées, donc des boîtes de cours privées qui peuvent vous aider, mais qui sont payantes, qui sont assez chères, entre 1000 et 2000 € l'année. Ce qui est beaucoup, surtout comparé au fait que les études de médecine sont des études qui ne sont pas chères. Globalement, l'inscription en première année de médecine, en médecine, c'est entre 300 € l'année à peu près. C'est le prix de la fac, basique, tout ça, et vous aurez payé ce prix-là sur toutes vos années de fac. La difficulté, donc la première année, en soi, l'inscription à la fac n'est pas très difficile. C'est pareil pour la suite. Ce qui est difficile, c'est les frais annexes. C'est-à-dire qu'en général, si vous n'avez pas de parents à côté, il vous faut payer un appartement dans la ville, il vous faut vous nourrir, le transport, ce genre de choses. Et la difficulté, c'est que ce n'est pas des études où on peut se permettre de travailler à côté. C'est extrêmement difficile de travailler à côté.
parce que le niveau d'exigence est élevé et qu'on n'a pas le temps de bosser à McDo. Si on travaille la nuit, le jour on est crevé et on ne peut pas réussir ses études. Donc la première année c'est assez difficile pour ça. Ce qui se passe c'est que derrière vous pouvez quand même avoir des bourses et si vous réussissez le concours, il y a un contrat d'engagement de service public. Donc vous pouvez en lien avec l'État être largement financé pour finir vos études. Voilà, je crois que c'était une première présentation. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner, que ce soit sur auprès des tutorats. Les tutorats sont des associations qui sont très impliquées dans la prise en charge des premières années et des lycéens. Donc vous cherchez tutorat santé de la ville qui vous intéresse, ou de la région qui vous intéresse, Montpellier, Nîmes, ou Lyon, ou Marseille, ou Grenoble, ou Saint-Étienne, et vous aurez des renseignements. Voilà, donc on va vous laisser quand même nous poser des questions.